Et nous allons tout de suite entamer, mesdames et messieurs, notre sujet principal pour aujourd'hui qui concerne une question clé pour le développement des nations. Et il s'agit de l'éducation qui est, comme on l'avait dit au début de l'émission, boîte encore en Égypte. Pour parler de cela, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Madame Fatma Barada, activiste dans le domaine des services sociaux. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Merci. Alors, dites-nous tout d'abord, quels sont les domaines dans lesquels vous travaillez? Moi, j'ai travaillé dans une banque, mais maintenant, tous mes activités sont des activités sociales. Par exemple, je suis dans le Rotary, je suis dans l'Innerwheel aussi, et l'association Hoda Sha'rawi, c'est la plus ancienne au Caire. Et ensuite, à la fin, je suis la directrice de Hope Village pour les enfants de la rue. Ouais. J'ai 184 enfants. Alors, je crois qu'un des sujets importants sur lequel vous travaillez dans ces domaines, c'est l'enseignement et l'éducation, surtout des enfants. Bien sûr. Maintenant, on a réalisé qu'il n'y a pas d'éducation dans les écoles publiques. Alors, par exemple, dans le Rotary, on essaye de faire des classes. Il y a des gens chez nous qui ont été en Thaïlande. Ils ont été enseignés par un système qui s'appelle CLI, comme clé, CLI. Ces méthodes-là, ils peuvent enseigner à lire, à écrire dans 6 mois, par exemple. Alors, on utilise ce système-là dans beaucoup d'écoles ici. Et, par exemple, il y a notre projet principal, c'est à Bani Suif. On essaye de faire ce projet-là dans toutes les écoles des petits. Publiques, hein, dans les écoles publiques? Publiques, oui, là-bas. Et heureusement, ça fait notre seconde année, cette année. On a réussi à faire, par exemple, 95% de réussite avec les enfants là-bas. Parce qu'on essaye de diminuer le nombre des élèves qui remontent d'une année à l'autre sans savoir lire à écrire, malheureusement. Bon, comment cela peut se faire, des élèves qui passent d'une année à l'autre sans savoir lire et écrire? Parce que la loi te donne l'autorisation de laisser passer et de donner un certificat qu'ils ont passé l'année, parce que tu ne peux pas dire qu'ils ne savent pas lire et écrire. Non, ils passent de première, seconde jusqu'à 6e année sans rien étudier à l'école en fait. Alors c'est la loi qui garantit ça. Si on change, par exemple, et on met des lois qui vraiment, il y a des examens, comme auparavant les écoles publiques étaient des écoles très très bien organisées, mais malheureusement maintenant il n'y a pas des écoles publiques. Et alors, à mon avis personnellement, le nouveau président qui va venir un de ces jours gouverner l'Égypte, il doit avoir un plan stratégique pour 5 ans, par exemple. À mon avis, si on veut développer l'Égypte qu'on aime, on doit avoir ce plan stratégique. Un plan qui va... La chose la plus nécessaire, c'est l'éducation. Parce qu'à travers l'éducation, on peut faire la santé, n'importe quoi ici en Égypte, c'est à partir. On a vu dans tous les pays voisins, par exemple les pays arabes, ils se sont améliorés durant les 30 années passées, c'est à travers l'éducation. On doit améliorer les écoles ici en Égypte. Parce que maintenant, on a des écoles privées qui donnent une éducation multinationale, et il y a les écoles malheureusement publiques qui ne donnent absolument rien. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire. On doit améliorer les moyens de vivre du professeur. C'est-à-dire le professeur, par exemple, ici en Égypte, il prend moins que 1000 livres, 200, 400 livres. Comment un homme, sa femme, ses enfants, ils peuvent vivre avec 400 livres? Alors le nouveau cadre, ils veulent mettre un nouveau cadre pour les professeurs, de commencer, un prof qui va commencer son carrière, il va commencer à partir de 2000 livres. Moi, à mon avis, je trouve aussi que ce n'est pas suffisant, au moins 3000 livres, c'est-à-dire 100 livres par jour au moins, pour qu'ils
qu'il vit d'une manière honorable, qu'il peut vivre avec sa famille et en même temps il peut donner une éducation comme il faut. Il doit y avoir des méthodes contemporaines. Les méthodes maintenant qu'on essaye de donner aux écoles, ce sont des choses très 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 anciennes qui ne conviennent plus à la société, qui ne conviennent plus par exemple au travail. C'est-à-dire maintenant celui qui finit ses études de l'université, si tu le prends, tu veux qu'il travaille, ils ne savent pas, il n'a aucune idée. C'est-à-dire les méthodes ne servent pas le travail. Mais exactement, c'est ce que j'allais vous poser comme question. Est-ce que vous pensez que ce qui doit changer, c'est d'abord le système même, le système éducatif, les programmes qu'on enseigne et le corps enseignant ou les deux ensemble? Et le professeur lui-même. Et le professeur. On doit améliorer ses conditions de vie humaine et on doit donner améliorer son image, son image aussi à travers le média, à travers le TV, la radio, la presse, tout ça, on doit améliorer l'image en général. Dans le temps, par exemple, lorsque moi j'étais dans l'école et je dis à mon professeur, donne-moi une leçon particulière, il est choqué. Il est choqué. Comment j'ose lui demander quelque chose pareil? C'est-à-dire qu'il n'est pas bien. Tu vois? Alors maintenant, au contraire, chacun doit donner des leçons particulières pour trouver un moyen de vivre. Mais justement, ce que vous avez mentionné concernant l'école où vous étiez quand vous étiez jeune, pourquoi, effectivement, on avait un enseignement de qualité. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est dégradé de cette manière et le statut même de l'enseignant s'est complètement détérioré? Parce que les salaires étaient bloqués à une certaine limite. Alors, depuis, par exemple, 40 ans jusqu'à maintenant, les salaires sont les mêmes. Comment Donc, et est-ce qu'à l'époque, l'enseignant avait un salaire assez important? Il avait, par exemple, 400 livres, mais 400 livres, ils peuvent vivre convenablement. Alors, on ne peut pas vivre avec le même salaire depuis 40 ans jusqu'à maintenant. C'est différent, bien sûr. Alors, on doit changer. Le système lui-même doit changer. Et le ministère, son rôle, c'est de mettre un plan. Ensuite, l'école, c'est elle qui va exécuter ce plan. Il doit y avoir une révolution pour l'éducation. C'est à partir de l'éducation qu'on peut faire, à partir de tout pour la société. Mais maintenant, malheureusement, je ne trouve pas que c'est possible. Est-ce que vous pensez qu'on a, c'est-à-dire à travers les ministères qu'on a eu, on va parler au moins d'après la Révolution, est-ce qu'on a eu une vision claire pour l'éducation jusqu'à présent? À mon avis, non. À mon avis, non. Enfin, parce que cette période est encore pas stable. On ne peut pas juger. Mais je vous dirais que même avant, il n'y avait pas de vision stable pour l'éducation non plus. Le problème en Égypte, je pense, dans les pays européens par exemple, c'est le Parlement, c'est toute une institution, avec le ministère de l'Éducation bien entendu, qui met en place une stratégie pour l'éducation. Ici, c'est personnalisé. C'est un ministre qui vient complètement changer ce qui a précédé. Bien sûr. Et se comptant sur des gens, les employés du ministère de l'Éducation égyptien qui ne sont pas tout à fait formés et qui ne sont pas capables à eux seuls de mettre des programmes scolaires, par exemple. Mais on voit, par exemple, on te dit l'étude préliminaire, 6 ans, l'année d'après, non, c'est 5 ans, non, c'est 6 ans, c'est 5 ans. Ce n'est pas le problème de 5 ans ou de 6 ans, ce sont les méthodes, ce sont l'enseignement du professeur lui-même. Il doit avoir d'entraînement pédagogique. Dans le temps, on avait toujours des enseignements des formations pour lui enseigner qu'est-ce qu'il y a de nouveau comme méthode. Par exemple, il y a maintenant des méthodes interactives, c'est-à-dire à l'école, en classe, on doit discuter, parler. Faire des recherches. On n'a pas de recherche ici dans les écoles. Il n'y a rien. Il n'y a même pas. C'est une institution malheureusement pourrie.
Parce que pour ce que vous dites, pour cet enseignement actif et cette pédagogie différenciée dont vous parlez, il faut avoir beaucoup de ressources aussi. Une Bible, des ordinateurs, chose qui n'existe pas dans nos écoles publiques. Il y a des bibliothèques, madame, mais ils ne savent pas lire et écrire. Ils ne savent pas lire. Comment alors ils vont utiliser la bibliothèque s'ils ne savent pas lire et écrire? Malheureusement, il n'y a pas. Il doit avoir. On doit commencer par le professeur. Si le professeur il a des conditions de vie convenables, il va aller à l'école, il va avoir la conscience d'éduquer aux enfants. Sinon, il va donner des leçons particulières pour trouver les moyens de vivre. Moi, à mon avis, ça, c'est le noyau essentiel. Et ainsi de suite. Mais je vous dirais pour les programmes aussi, et puis pour l'évaluation aussi. L'évaluation du baccalauréat égyptien, qui est la Sanawiya Amma, cette méthode qui évalue seulement un examen, pousse les enfants à prendre des cours particuliers et à ne pas aller dans les écoles du tout durant les 2 dernières années de la scolarité. Oui. Donc il faut revoir l'évaluation également. Et l'évaluation du prof lui-même, par exemple, maintenant, c'est-à-dire s'il travaille pendant 3 ou 4 ans, alors il a la chance de s'améliorer dans son travail, ce qui n'est pas bien, ce qui n'est pas juste, c'est-à-dire pas par l'ancienneté. Non, c'est ça. Il doit être d'après ce qu'il donne à son travail et non pas par le nombre des années qu'il a passé dans un certain... Et par le résultat de ses élèves aussi. C'est ça, c'est ça. Ouais. Mais malheureusement, tout... Vous avez parlé d'un point aussi important juste avant cette édition, vous avez parlé également de l'éducation des enfants, pas seulement de leur enseignement, de ce qu'ils apprennent à l'école comme leçon, mais aussi de leur manière même de respecter les gens. Ça nous manque aussi dans les écoles. Autrefois, on apprenait tout ça à l'école, surtout le respect des autres, le respect du pays, des personnes plus âgées, mais même ça n'existe plus dans les écoles. Bien sûr. Mais malheureusement, le nom du ministère, c'est Wazar et Tarbiya wa Ta'lim. Exactement. Malheureusement, il n'y a ni éducation, ni enseignement. Malheureusement. Le professeur n'a pas le temps de faire ces choses-là. Il n'a même pas ces choses-là lui-même. Dans le temps, c'est le prof nous enseignait beaucoup de choses. Même l'attitude, la façon de parler. Bien sûr, hier on trouve dans les journaux une mère qui rentrait dans une école. Elle a poignardé le directeur de l'école avec son fils. Le directeur de l'école. Mais aussi, bon, ça c'est vraiment inacceptable, mais aussi ce que la maîtresse a fait à l'élève en lui coupant les cheveux, c'est aussi inacceptable. Je veux dire, c'est deux actes qui sont vraiment inacceptables des deux côtés. La maîtresse n'a pas à toucher un élève et à lui couper les cheveux, et les parents n'ont pas à aller agresser un directeur à l'école. Moi, j'ai vu moi-même les parents, si n'importe quel professeur ose parler à un des élèves, les parents, malheureusement, ils attaquent le professeur. Moi, je l'ai vu moi-même. Je veux dire, c'est inacceptable des deux côtés. Il y a une éthique pour cette affaire. Bien sûr. De la part de l'école, de la part de l'administration et de la part des parents. Par exemple, moi, je prenais soin d'une école dans une Salam. Le quartier de Le quartier qui s'appelle Salam. Par exemple, l'argent chaque élève doit payer, par exemple, c'est 36 livres par an. Les parents ne veulent pas payer ces 36 livres parce qu'ils savent très bien que les enfants vont à la fin réussir. Pourquoi ils prennent la peine Et la maman, elle a de l'or, des bracelets en or comme ça. Elle dit, je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent et je ne veux pas payer. Parce que le système, elle sait très bien, même si elle ne paye pas cette somme-là, le petit va réussir. Alors, quelle loi? Il n'y a ni loi, ni rien. Je sais pas. En fait, cette loi, elle a été créée tout d'abord pour empêcher les enfants de sortir de l'école, pour les garder à l'école. Elle a été faite pour cela. Mais on a vu au cours des années que cette loi
n'a pas apporté les résultats désirés. Donc pourquoi encore la garder et pourquoi ne pas trop jeter la lumière dans la société concernant cette loi-là? Parce que cette loi, ceux qui la connaissent, c'est ceux qui sont concernés par l'éducation. Mais les autres, ils n'ont aucune idée concernant cela. Par exemple, moi, mon expérience personnelle, lorsque j'ai été dans cette école-là, alors le directeur me dit, s'il vous plaît, madame, vous pouvez parler au gouverneur du Caire. Je dis, pourquoi? Je dis, parce qu'il y a devant les écoles des petits magasins, ils ouvrent très tôt le matin où les enfants rentrent pour jouer les jeux électroniques. Comment ça se fait que les parents ne peuvent pas payer les 36 livres et comment l'enfant il peut avoir tout cet argent, il va pour jouer et il oublie, il néglige complètement l'école. Alors le directeur me dit, madame, essaye de m'aider à résoudre ce problème. Et aussi parce que les enfants ne sont pas attirés par l'école. Si les enfants étaient attirés par l'école, il y aurait eu un taux presque inexistant d'absentéisme. Mais les enfants veulent fuir de l'école. Ils veulent fuir parce que ni les parents ni les parents ni l'école s'intéressent à l'avenir des enfants. C'est une mentalité. Bon, alors comment remédier à cela? Maintenant qu'on a cité tous ces problèmes, comment remédier? Une percée d'espoir. À mon avis, on doit améliorer les conditions de vie du professeur. On doit donner une image pour le professeur qui est meilleure. On doit améliorer les programmes, comme on a dit, de l'école. On doit donner des renseignements, une formation pour le professeur lui-même, pédagogique. On doit faire les programmes contemporains. On doit, par exemple, aussi, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout doit s'améliorer pour donner une éducation qui serve à la société. Mais non pas, on doit étudier et faire les examens et un point c'est tout. À mon avis, comme vous avez dit, le tawgahiyya ne sert à rien. Ne sert à rien et à mon avis, ce n'est pas une façon d'étude. Maintenant, avec l'internet, le email, and so on, on doit apprendre les enfants comment ils font des recherches à travers ces choses électroniques. Mais malheureusement, s'ils ne savent pas lire et écrire, comment ils vont utiliser ces choses-là? Alors, est-ce que vous pensez également, ces jours-ci, on commence à parler du fait que l'enseignement ou l'école, elle est gratuite ici en Égypte. Alors, on commence à parler qu'il faut arrêter le fait que cet enseignement soit gratuit jusqu'à un certain âge. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous pensez que ceux qui doivent continuer leurs études, surtout universitaires, doivent avoir un minimum de... je sais pas, qui doivent être vraiment bien à l'école pour pouvoir continuer gratuitement. Sinon, on doit payer pour qu'ils continuent leur étude. Ok. C'est-à-dire, par exemple, les 6 premières années, qu'ils soient gratuites. Ok. Jusqu'aux années secondaires même, je crois. Mais en même temps, qu'ils soient sérieux. C'est-à-dire, il y a un examen, on réussit vraiment, mais pas on met sur les feuilles, oui, ils ont réussi. La loi doit changer. La loi n'est pas, comment dirais, n'est pas bien pour les enfants qui savent soit ils ont étudié ou ils n'ont pas étudié, ils vont réussir, ils vont passer d'une année à l'autre. C'est pas logique. Alors il n'y a pas la base. Mais il doit y avoir la base, il doit y avoir des écoles très comme il faut et ainsi de suite. Et ceux qui veulent continuer vraiment, ce sont les gens qui ont l'intention de continuer. Et on doit avoir des écoles, par exemple, techniques. On a grand besoin. Maintenant, tous les gens qui viennent, par exemple, te servir à la maison, un menuisier, un pompier, ils n'ont pas l'éducation, ils ne savent rien. Parfois, ils viennent, ils font des choses le contraire chez toi à la maison. Dans les pays enfin plus civilisés, oui, il y a des écoles pour ces gens-là, pour améliorer leur système et leur apprendre qu'est-ce qu'il y a de nouveau.
Malheureusement. Mais nous avons énormément d'écoles techniques en Égypte. Mais le problème, c'est que c'est le même problème que les écoles de l'enseignement. Même l'élève, il veut étudier, parce que par exemple, son père est électricien, alors il veut étudier pour aider son père. Il n'y a rien dans des écoles. Le problème aussi, c'est que ici, tous ces gens-là qui exercent ces métiers ne sont pas licenciés. Ils n'ont pas une licence pour exercer ce métier et le pays les autorise. En Europe, par exemple, même pour être cordonnier, pour réparer des chaussures, on doit avoir une licence qui nous autorise à être cordonnier. Ici, ça n'existe pas du tout. Ça n'existe pas. N'importe quelle personne fait ce qu'il veut. Malheureusement. Et n'importe quelle personne aussi amène n'importe qui. C'est-à-dire que moi, par exemple, si j'ai un problème à la maison, j'ai besoin d'un menuisier, d'un électricien, je ne vais pas chercher sa licence. C'est une chose qui est quasi existante en Égypte. C'est ce que je veux dire parfois. Moi, j'ai eu, par exemple, chez moi à la maison, un pompier. Il m'a fait quelque chose de contraire complètement. Alors, qui peut... Et vous n'avez pas d'autre choix? Je n'ai pas, malheureusement. Comment on peut faire cette réforme, comment on peut appliquer cette réforme, je veux savoir de celui qui est pour les élections, personne n'a parlé de son programme, malheureusement. Moi, je n'ai pas trouvé un seul qui dit, moi, mon programme économique pour l'éducation, pour n'importe quoi. Non, mais franchement, c'est les candidats qui se sont présentés, ils se moquent du monde aussi. On a des gens qui se moquent du monde vraiment pour être le président à la tête de l'Égypte. On a des chanteurs, on a des chauffeurs de taxi, avec le respect pour tout le monde, mais quand même pour gérer un pays comme l'Égypte. Un seul jusqu'à maintenant qui m'a dit son programme. Ah, exactement, c'est dont on parlait. Le programme. Comment il va être élu? Normalement, ils vont annoncer les programmes, mais quand tout cela sera filtré, heureusement pour nous d'ailleurs, donc les candidats qui vont rester, ils auront le temps de présenter leur programme. Mais à nous aussi, qu'il y aura des programmes, mais des programmes bien détaillés, bien précis. Précis, visibles, j'espère. Bon, on va passer à un reportage maintenant d'Ali Hassan qui concerne un séminaire qui a été tenu par Dr Cherif Abdelazim au sujet du développement humain, des acteurs de la société civile et des associations. Voyons ça. Près d'une cinquantaine de représentants d'associations et de bénévoles ont participé au séminaire donné par le docteur Cherif Abdelazim dans lequel il explique l'importance du développement humain dans la construction de la démocratie égyptienne. Il faut sensibiliser un maximum de personnes via les médias. Ce n'est pas suffisant. Il faut que nos voix soient entendues par le gouvernement, la société civile, le secteur privé. Il faut mobiliser toutes les institutions. C'est bien de comprendre nos problèmes. Il faut maintenant agir pour les résoudre. Le docteur Cherif Abdelazim, professeur d'éthique de l'ingénierie à l'Université du Caire, a formé un groupe caritatif en offrant aux étudiants et au grand public des services tels que des cours gratuits, du bénévolat dans les orphelinats et les hôpitaux. Il dirige maintenant une des plus grandes organisations caritatives en Égypte avec des dizaines de milliers de bénévoles et des activités qui vont du don du sang aux orphelinats en passant par la lutte contre l'illettrisme. Aujourd'hui, ces bénévoles ambitionnent de faire émerger un nouveau modèle de développement en renforçant les synergies entre les entreprises du secteur privé et les acteurs de développement de la société civile. Notre invitation a été mise dans des organisations publiques, c'est-à-dire des NGOs, parce que ces gens-là qui travaillent là-bas, ce sont des gens qui travaillent pour la société, alors c'est ceux dont ils ont besoin d'assister à une chose pareille. Ça nous aide tous, comment l'Égypte peut être un pays agréable, comment nous pouvons participer au développement de ce pays, surtout après la Révolution, qu'est-ce qu'on peut faire, ça fait des éclats comme ça sur les points négatifs. Ce séminaire a pour objectif de susciter la participation sociale des Égyptiens pour les aider à devenir de véritables acteurs du développement local et régional. C'était Dali Hassan pour Bonjour l'Égypte.
Alors, Madame Fatma, Voilà, vraiment pour conclure, comment vous, en quelques points, vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'on doit faire vraiment tout de suite pour s'attaquer à ce problème concernant l'enseignement et l'éducation? On doit avoir une personne leader qui a le courage d'avoir des lois et de l'exécuter vraiment et d'emmener notre État, l'Égypte qu'on aime, à améliorer les conditions de vie des gens qui ne trouvent pas à manger, qui ne trouvent pas l'éducation, qui ne trouvent pas les moyens pour la santé, qui ne trouvent pas la communication pour aller au travail chaque jour. J'espère qu'on en trouvera un de ces jours. J'ai été l'autre jour au cinéma, j'ai vu le film de Mrs. Margaret Thatcher et j'ai beaucoup souhaité qu'on a une leader qui amène l'Égypte, soit une dame, un monsieur, un homme qui aime l'Égypte et qui l'emmène à ce qu'elle mérite. À ce qu'elle mérite. C'est ça. Espérons, on espère vivement. On ne sait vraiment pas comment sortir de cette crise. Je dirais pas de cette crise politique, mais je dirais de cette crise d'esprit. On a besoin d'éclairer nos esprits et j'espère que cela va pouvoir se faire. Comment? Je ne sais pas. En tout cas, on vous remercie beaucoup d'avoir été parmi nous aujourd'hui. L'édition malheureusement est terminée. Je remercie également Rihem. Merci. J'espère que quelqu'un nous entend et qu'un de ces jours, on voit ces choses-là se réaliser. Oui, on l'espère bien. Madame Fatma Barada, je rappelle, vous êtes activiste dans le domaine des services sociaux. On remercie infiniment. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, mesdames, messieurs, c'était tout pour cette édition de Bonjour l'Égypte. Rendez-vous demain, une nouvelle édition. Bonne journée.